ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Salut les amis, bienvenue sur le podcast foot de Radio Ma'arif. Énorme semaine de foot pour notre retour. Alors résumé, le WAC plie en force les Sud-Africains de Sundowns et se hisse en quart de finale de la Ligue des Champions avec un petit air de 2017. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Pendant qu'en Coupe de la CAF, c'est Berkane et le Hassania qui passent. Est-ce que la Coupe de la CAF peut rester marocaine? Le tenant du titre, c'est le Raja, mais il gagne pour rien au Congo et peut ruminer ses matchs loupés à domicile. Mais pas à Casa, rappelons-le d'ailleurs, ou bien s'en prendre à l'arbitrage. On va voir ce que vous proposerez comme explication. La Ligue des Champions, elle aussi, explose dans tous les sens. Le PSG saute contre une équipe qui a marqué à chaque fois qu'elle a tiré. Mais on va pas se moquer parce que les Iraniens ont marqué contre nous sans même tirer en deuxième mi-temps. Le Real se fait atomiser par un Ajax supersonique, mais il n'y a pas de crise parce que Zizou is back. Et Renard nous offre une nouvelle liste depuis son compte Instagram, s'il vous plaît, avec des locaux pour un voyage low cost au Mali, des stars qui attendent à la maison d'affronter Messi ou pas. Fait notoire, Hamdallah a envoyé un mot d'excuse. Est-ce que c'est la révolte des humiliés? Voilà, Amine Bennis avec moi, Stakhanovis de l'analyse sportive qui assure un flot continu de réflexion sur Twitter est avec nous. Salut Amine. Bonsoir Reda. Et Soufiane Faisal, l'homme qui peut défendre à peu près n'importe quelle position et le contraire de n'importe quelle position. Marhaba bik. Allah yabarak fik. Alors, on attaque avec le WAC? Oui, si tu veux. Alors, est-ce que cette équipe du WAC a un petit air de 2017 ou c'est une impression qui m'a frappé dans ce match finalement maîtrisé de samedi contre les Sud-Africains? Je crois que c'est une impression. Moi, sur la base du match d'hier, le positif que je retiens, c'est que le WAC a su, pendant les 20 ou 25 premières minutes, mettre tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner, c'est-à-dire un défi physique devant une équipe de Sundowns qui est très 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 dur à manier. Ah, c'est pas de génie, mais c'est sérieux. Voilà, c'est très sérieux. Il faut savoir que le WAC joue sans avant-centre véritable. Depuis que Jebor a vraiment lâché pied et qui s'est perdu un peu dans je sais pas quoi d'ailleurs. On rate deux occasions très faciles dans les 25 premières minutes. Et là, on voit que le WAC commence à douter, à avoir peur. Il apprend à la mi-temps que l'Obistar mène 2-0, donc c'est bon signe. Et puis là, ils gambergent, on ne sait pas s'ils veulent attaquer ou pas. Ils marquent leur but, un but incroyable d'ailleurs. Nahiri, extraordinaire. Il n'y a que Nahiri qui sait faire ça d'ailleurs, chez nous. Bon voilà, il marque dans son temps faible. Et puis bon, après il y a un déclic psychologique, il commence à prendre le dessus. Et puis voilà, donc est-ce qu'on est dans l'épopée 2017? Je sais pas. Enfin, pour moi, 2017, c'est une équipe inflexible à domicile. Bon, après, il y avait l'avantage de jouer à Casa et non pas délocalisé. Mais le public a suivi. Vraiment, voilà. Il faut rendre hommage à... Est-ce qu'on peut être dans cette configuration? Maintenant, on rentre dans les matchs à élimination directe. Est-ce qu'on peut être dans cette configuration? Je pense que pour battre les Espérances ou Mazembe, il faudra faire plus. Il faudra avoir quelqu'un qui met Soufiane, les buts. as-tu une opinion là-dessus? Pas vraiment, je regarde assez peu le Wydad, Koukabi que je suis. J'ai bien fait de venir, effectivement. J'ai vu quelques briques de match. Dans un autre podcast. Ouais, on n'est pas sûr de le diffuser par contre. Mais en deuxième division, tu sais, on peut faire des trucs bien. On va parler du Koukabi. Non, mais j'ai quand même l'impression que c'est une équipe solide qui peut aller un peu plus loin. C'est vrai que l'Espérance ou Mazembe, c'est costaud. Les Tunisiens d'ailleurs, même en coupe de confédération, les Tunisiens, que ce soit la CSS ou l'autre club tunisien, je me souviens plus, je crois que c'est l'Espérance, sont bons aussi, mais bon, ils ont une telle avance sur le championnat qu'ils peuvent se focaliser sur la Champions League. Le problème du WAC, c'est un peu ce qu'il arrive à faire à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a un WAC quand il joue à domicile. Il arrive à monter le curseur physique qui fait que ça passe, mais à l'extérieur, on peut facilement perdre 2-3-0 parce qu'on, je sais pas, il
il pense à défendre. Non, on a l'impression. Non, mais il y a deux impressions. Soit tu as peut-être un côté affectif qui te fait vivre les matchs différemment, mais moi je vais te dire comment tu les vis quand tu es pas Wydad. Tu as c'est une équipe qui va rarement t'empiler les buts, quoi. Ça va pas gagner 3-0, 4-0, et donc on a l'impression qu'elle a pas de marge de sécurité. C'est-à-dire ça va être 1-0, ça va être 3 occasions, 1 but, mais en même temps il y a une véritable solidité parce que c'est très rarement qu'elle se fait rejoindre au score ou qu'elle n'arrive pas à verrouiller. C'est une équipe qui arrive à verrouiller les scores. Voilà. Que tu trembles ou que tu trembles pas, ça arrive très souvent que mise dos au mur. En tout cas, en Coupe de Mamelody Sundowns, il y a 2 ans, c'était passé au péno. Alors, elle n'avait pas verrouillé le score, mais elle est passé au péno. Tous les matchs retour, le score avait été verrouillé et malgré l'impression qu'il y avait de fragilité vis-à-vis de la petite avance, c'est passé à chaque fois. Il y a une grande différence avec 2017, c'est qu'on avait Ben Charqi devant, qui arrive à te résoudre des buts. On avait Kerti qui arrivait à jouer un peu le rôle d'avant-centre. Tu en as voilà. C'est-à-dire que, voilà, si ça passe, ça passera à Casa. Ça passera sur la capacité du WAC à disons aussi, parce qu'il y a la Botola et puis il y a les matchs de Champions League à mettre l'intensité. Voilà, la Botola, de toute façon, je pense que à moins plié comme c'est, je sais pas, moi ce que j'ai pas vu, perdre trop d'influx là-dessus. Voilà, il faut pas. Le WAC avait 10 points d'avance sur le FUS, il les a perdus. Je vois le niveau du Raja en ce moment, ils empilent les buts. Si le Raja gagne le derby, il passe à 8 points du WAC. Normalement, on a une marge. Ça fait plaisir que tu aies peur, mais en même temps, c'est un peu rassurant. Non, mais vraiment, parce que tu vois le Raja, ils sont en pleine bourre. On discutera du Raja tout à l'heure. Non, mais on peut en parler tout de suite, cette Coupe de la CAF. Donc, Berkane et le Hassania qui passent, le Raja et Otto qui passent à la trappe. Berkane et le Hassania, donc, c'est mérité, non, on peut le dire, sur l'ensemble de la phase. Alors, ce que vont retenir les Rajaouis, c'est le match de Berkane, à Berkane, avec le vol arbitral, enfin, les erreurs arbitrales. Tu peux retenir ça, moi je suis Rajaoui, tu peux retenir ça ou tu peux retenir aussi des prestations loupées à domicile contre Berkane. Quand tu parles de Rajaoui, c'est surtout ça qu'ils retiennent, c'est ce match à Berkane. Moi, mon point de vue, c'est que il est frappant. C'est un match que tu dois gagner et tu perds 2 points. Voilà. Enfin, tu l'as gagné parce que tu as marqué le but en toute fin. Tu as un sentiment d'injustice parce que l'arbitre a été suspendu 1 an, donc il y a un aveu de la CAF comme quoi il a été catastrophique. Et en même temps, cette suspension te bénéficie en aucune façon. Bon, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la CAF. Et donc, si tu restes bloqué sur ce match, tu peux te dire qu'il te manque les 2 points qui auraient fait la différence. Exactement. Mais d'un autre côté, tu as perdu à la régulière contre Berkane à domicile à Rabat. T'as pas réussi à marquer contre Hassania ou Otto, pareil à domicile où tu fais, je sais de mémoire, 2-0-0. Ouais, 2-0-0. Donc à un moment, mais sincèrement, la vérité, moi je pense. Moi je pense. C'est pas les 2 meilleures équipes de ce groupe, c'est Berkane et Raja. Faut dire la vérité. Hassania n'a pas fait grand chose ou n'a pas fait des matchs extraordinaires. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que j'arrive pas à comprendre les performances du Raja. Voilà, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre une équipe qui arrive à planter 4 buts. Ils font un dancy incroyable. C'est-à-dire, ils avaient 8 occasions de but, ils auraient pu gagner 8-1 cet après-midi. Et c'est cette même équipe qu'on croyait cramée qui n'arrive pas à planter un but à Otto, qui n'arrive pas à mettre un but au Hassania. J'ai du mal à analyser, j'ai du mal à trouver une logique. C'est pas que sur la CAF, ça se joue à Botola. Je sais pas ce qui se passe. Ils font un super match. Moi, je pense qu'il y a eu un tournant au Raja. C'était la victoire de la CAF, la décompression, et puis Garrido qui un peu les lâche, commence à déclarer, à parler de la saison prochaine, il va peut-être partir et tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, le problème avec Sfré. Là, il y a eu un truc qui s'est passé, qui a fait perdre beaucoup de points au Raja en Botola, qui a fait que la suite a été un peu bizarre. Aujourd'hui, on se rend compte que le Raja est fort, même très fort. Alors physiquement peut-être pas, mais techniquement oui. Et donc ils ont quand même enchaîné énormément de matchs depuis le début de saison. Voilà, mais c'est surtout sur leur technique, sur leur 1-2, sur leur passe qu'ils arrivent à vraiment. Ils jouent autant que Berkane ou. Donc moi le sentiment du Raja. Non, parce qu'ils ont eu la coupe. La coupe arabe depuis les matchs retour, il y a eu 2 matchs. Enfin voilà, ils ont. Si j'étais Rajaoui, le sentiment qui m'enleverait, c'est vraiment le gâchis. Il y a un gâchis. C'est-à-dire que même contre Otto et Hassani, il rate des buts. Oui, mais est-ce que pour un Rajaoui, au final, l'élimination en Coupe de la CAF, où tu as quand même assez peu de chances de la gagner, c'est pas un mal pour un bien? Non, alors moi je vais te répondre. Oui, parce que vaut peut-être mieux finir 2e de Botola et être en Champions League l'année prochaine que. C'est vrai. Moi, je regrette. Alors, puisque moi, c'est juste ma position. Hein, je représente personne, mais quitte à sortir de la Ligue des Champions, de la Coupe de la CAF, qui effectivement pour moi était la compétition numéro 3 derrière
le championnat pour des raisons de retour en Ligue des Champions, et derrière aussi la Coupe arabe pour des raisons bassement financières. Je mettais la Coupe de la CAF en 3e dans cette situation, et quitte à sauter, il fallait sauter avant les poules, quoi. Alors là, on a eu de la chance, c'est des déplacements. On devait aller à Berkane, Agadir, voilà, il y a un déplacement au Congo, mais le choix aurait dû être fait carrément dans cette espèce de barrage qui existe en Coupe de la CAF et qui n'existe pas en Coupe de... Voilà. Et à ce moment-là, quand je te parle de troisième compétition, c'est vraiment assumer une équipe B, parce que tu n'as que des choses à gagner. C'est-à-dire que tu peux gagner des joueurs ou tu peux gagner des matchs. Dans tous les cas, si tu décides dans ta tête que c'est clair que tu veux revenir dans les deux premières places du championnat, qui sont quand même un objectif pas très compliqué pour une équipe de cette ambition, vas-y, fais tourner, mais assume de faire tourner, c'est-à-dire gardien B. Oui, mais en même temps, c'est compliqué de prendre ce choix parce que tu es quand même tenant du titre. Et d'un autre côté, est-ce que le scénario est pas plus mal au final pour maintenir une paix aussi avec les supporters, avec tout le monde, qui est de dire, au final, on a fait ce qu'il fallait, mais on saute sur une erreur arbitrale. Et voilà, tout le monde est content, tout le monde peut se dire c'est pas vraiment notre faute, quoi. Non, mais je pense que pour un tenant du titre, on n'est pas là. Ça, c'est... Pour revenir ça marche pas, ça. Non, mais là, pour revenir au problème du Raja, je pense qu'il y a aussi un problème mental ou de gestion d'équilibre entre l'attaque et la défense. Je pense que le Raja est toujours porté vers l'avant. C'est-à-dire, j'ai rarement vu un match du Raja où ils n'ont pas des occasions. C'est le négatif du Wydad. Voilà, c'est exactement le négatif du Wydad. Les matchs, ils sont toujours portés vers l'avant. Alors, soit on est dans des situations où la défense tient pas, où ils défendent très mal, et là ils se retrouvent à chaque contre à se prendre 2-3 buts. Donc, généralement, la performance du Raja dépend de l'efficacité ou chance qu'ils ont quand ils marquent des buts. Et quand si tu veux, cette efficacité revient, ils se retrouvent à marquer 4-5 buts. Ah, il y a aussi donc, est-ce que c'est l'ADN du Raja ? Et ils doivent le garder, ou ils doivent se dire, il faut qu'on apprenne, je sais pas, au niveau africain ou même en Botola, à asseoir une défense et se dire que on va finir par en mettre même un ou deux, mais on peut pas se permettre. Enfin, tu as vu des matchs où le Raja a pris des buts où les défenseurs s'alignaient pas, ça semble être un schéma qui revient. Le 4-2. Le 4-2, voilà, le 4-2, le contre Revga aussi. Ouais. Où et je sais pas s'il y a quelque chose à faire ou c'est l'ADN du Raja. Il y a un truc qui peut être travaillé parce que ni Fakher, ni Garrido, ni comment il s'appelle notre ami guerrier blanc, actuel entraîneur du Raja, Carteron, n'ont réussi à fixer cette défense où il y a quand même Benoun, il y a quand même justement il y avait pas. Je sais pas, mais souvent. Je veux dire, il n'y a pas de raison que la défense du Raja soit pire que les défenses des autres équipes de Botola. Non, mais je suis bien d'accord. Donc, je sais pas comment tu arrives à l'analyser, mais moi, j'ai renoncé. Il y a un écart de performance en particulier parce que l'attaque, c'est plus ou moins évidemment une question de travail, une question de conditions de physique, mais c'est également une question d'inspiration, une question de talent. Il y a ça qui joue beaucoup. Voilà, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas vraiment la main. Voilà, Messi n'a pas été formé il est génial et il a été encadré dans son génie. Mais derrière, pour défendre correctement, je pense que c'est beaucoup une question de travail, d'implication, de sérieux, d'abnégation. Tu crois que les joueurs sont pas impliqués sur certains matchs ou pas sérieux? Non, mais quand je parle de concentration, c'est pas de comprendre derrière ce que je dis une notion de sabotage, de volonté de faire mal à son équipe. Non, une question de concentration. Voilà, une question de concentration, des sautes d'humeur, des sautes on n'est pas vraiment là, un problème de mental, un problème de s'emballer, un problème peut-être des tensions aussi dans l'équipe. On l'a vu avec l'épisode. Voilà, des tensions exactement. On l'a vu entre l'épisode Zniti et Hadref. Il y a eu une sorte de ils sont un peu carbonisés aussi. On les a vus quand tu regardes la tête de Hadref il y a 2 ou 3 mois, quand il était sur les nerfs, à chaque contact, tu avais l'impression, le derby typiquement, tu avais l'impression que le bonhomme était cramé. Voilà, donc il y a une question aussi peut-être de burn-out, j'en sais rien, mais toujours est-il que... Tu n'as pas remarqué qu'aujourd'hui, Sfré était beaucoup debout, présent dans le match et... Enfin, ils prennent le premier but, ils se découragent pas, ils sont là. Il faut aussi leur rendre hommage au Raja d'avoir joué le jeu, parce qu'ils auraient pu, en gagnant, ils font passer le Hassania. La victoire d'Auto, qualifié Auto directement, ils auraient pu, après le premier but, dire on prend un but, il faut qu'on en mette 2. Ils ont joué, je sais pas, ils devaient faire 35 comme une égalisation de Berkane, qualifié le Raja. Oui, Berkane aussi a joué, ils ont aussi joué. Voilà, donc c'est fait, pause et on revient. Vous écoutez Radio Ma'arif. On passe à l'international, les amis, dans ce podcast foot de Radio Ma'arif.
Champions. On parle de la Ligue des Champions, alors on s'est éclaté, on s'est régalé. Je sais pas si vous êtes d'accord. Il y a eu du suspense dans des surprises, dans tous les matchs. Une explosion de buts. Ça a été la Coupe d'Europe. On a eu du La Coupe surnaturel d'Europe aussi. comme on l'aime. Donc où les favoris n'ont pas forcément gagné. Le Real a explosé après avoir gagné à l'extérieur. Le PSG qui était parti pour l'écart, pareil. Enfin, La différence que le Real a explosé logiquement sur un Ajax magnifique à oui, voir. l'Ajax a été exceptionnel. Extraordinaire. C'est-à-dire Là où c'est plus le PSG qui s'est liquéfié. PSG s'est liquéfié, mais je crois que j'en parle à Canada, il y a un côté très surnaturel à ce match. C'est-à-dire, tu sais, il y a une stat, toi qui aimes les stats, le Manchester n'a pas eu de touche en deuxième mi-temps dans le camp adverse. N'a pas eu de touche. Enfin, c'est incroyable, je veux dire que... Où est-ce que tu trouves ces stats? Non, c'est Tuchel qui l'a dit en conférence de presse. Ah, d'accord. Parce que lui aussi comprend pas. En fait, personne comprend. C'est sûr que le PSG a pas bouffé Manchester et ne s'est pas créé assez d'occasions, même s'ils ont vraiment eu 9% ou 88% de possession. Ils ont une possession complètement folle sur le match. Voilà. Manchester, je crois qu'ils ont eu 3 tirs cadrés, même pas. Je veux dire, on a beau parler de liquéfier, le PSG a pas le mental, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça, se liquéfier. C'est d'amener les événements vers. Mais quand tu regardes il y a 2 ans la remontada contre le Barça, sur les 9 ou 10 dernières minutes du match, ils font 3 passes. Je pense que c'est les 3 remises en jeu, quoi. Exact. Alors si vous étiez c'est vrai. Dans les 10 dernières minutes, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, ils sont plus du tout là. Et dans les 2 cas avant, ni le Barça ni le Manchester cherchent à gagner le match. Non, mais le Barça, quand le PSG met le but, c'est fini. Pour le Barça, c'est fini. C'est fini. Et c'est eux qui les remettent en jeu. Tu regardes le premier but de Manchester. L'exploit de Manchester, c'est d'être resté en vie dans ce match. Oui, de pas avoir complètement. Je pense sombré. pas qu'il y ait un joueur de Manchester qui pensait que ça allait le faire. Je veux dire, même à 2-1. Ah si, quand il reste plus qu'un but. Moi, je suis d'accord avec Sofiane sur les 10 dernières minutes. C'est vrai que là, tu sens la peur et tout le monde se disait, il y a un truc qui va arriver. On ne sait pas d'où, parce qu'ils n'étaient pas dans. Et c'est la même impression à Barcelone, mais c'est là où, en fait, c'est ce qu'on lit dans la presse, etc. C'est le souci Thiago Silva qui a du mal à supporter la pression. D'ailleurs, il recule. Ouais. Il recule trop. Il n'arrive pas à supporter ce type de pression. Ce qui est étonnant parce que il y a 3 ans, je crois, ils font un match retour à Chelsea où ils réussissent à se qualifier. 2-0 quand ils perdent. Ouais, quand la tête. La tête de David Luiz. David Luiz. Tu vois, ils arrivaient quand même à remonter des situations. Et là, tu as l'impression que y a pas vraiment de patron dans l'équipe. Moi, je crois que cette équipe, dans sa quête un peu obsessionnelle, compulsive de cette Ligue des Champions, cette façon de répéter comme un mantra, voilà, tout le monde sait qu'ils sont là pour la Ligue des Champions et qu'il y a que la Ligue des Champions qui compte et que le championnat domestique n'est un vague tournoi de plage pour se qualifier à la Ligue des Champions, que les coupes nationales, on en a tellement gagné qu'elles ne veulent plus rien dire et que c'est cette Ligue des Champions qu'on veut chercher, qu'on va chercher des joueurs pour chercher la Ligue des Champions. Il y a un moment, tu as quand même l'impression que ça reste une coupe. C'est pas un championnat, donc il y a beaucoup de facteurs qui sont très très légers, voilà, qui peuvent faire basculer un résultat d'un côté ou de l'autre, ce qui n'est pas vrai dans un championnat de 38 matchs. Et tu as cette espèce de blocage psychologique où tout le monde attend février pour que la saison du PSG commence, parce que même les poules, on estime aujourd'hui que c'est une formalité. La saison du PSG commence en 8e, tout le monde est là en train de regarder. La cicatrice pour moi du Barça n'est pas passée, et tu te retrouves avec une équipe qui est complètement friable psychologiquement et sans qu'on arrive véritablement à comprendre où est le blocage. Je sous-estimerai pas le facteur Shkumu et Poisse, parce que franchement, quand tu vois les événements, les blessures de Neymar, à chaque fois, la main, enfin le tir sortait, quoi. Je veux dire, pour que ça. Et c'est pour ça qu'on aime le foot, c'est parce qu'il y a d'irrationnel. C'est cruel, hein. Mais oublions le PSG et intéressons-nous maintenant au véritable coup de théâtre qui a frappé le planète foot. Zizou is back. Et d'un seul coup, il n'y a plus de crise. D'un seul coup, il y a de l'espoir chez les merengues qui s'imaginent avec un grand caddie dans le supermarché des joueurs avec Papa Pérez derrière qui a la grosse carte, la carte bancaire, et avec les prix qui flambent à chaque fois qu'ils rentrent dans un supermarché, parce que tout le monde sait qu'ils ont beaucoup d'argent, et qu'on voit fleurir les équipes types avec des Neymar, des Mbappé, des Van Dijk, des Petersen, comment il s'appelle, Eriksen, voilà, tout le monde a envie de. Est-ce que aujourd'hui Zizou est capable de la refaire?
Je sais pas, peut-être. D'abord, je trouve que c'est courageux de sa part de revenir maintenant. D'accord, parce qu'il est responsable de tout, de l'achat des joueurs, de la performance du club. Si ça marche pas, ça sera que Zizou a raté son comeback. C'est-à-dire qu'il est parti au meilleur moment, intelligemment. Il a senti que les joueurs, ils avaient peut-être plus faim, ils avaient plus l'énergie pour aller chercher une 4e Champions League ou pour gagner une Liga. Donc maintenant, il lâche pas. Il a eu envie de relever le challenge. Pour Florentino Pérez, ça a été vraiment la bouée de sauvetage de ramener. C'est surtout le grand gagnant de cette opération. C'est lui le grand gagnant de cette Florentino opération. Pérez. Ouais. Il passe de président en Déchu, sursis, quoi. tout le monde demande sa démission, Héros du du jour. Real. Mais est-ce que Zizou va le faire? Va faire quoi? Va regagner la Champions League? La Champions Ou, League, gagner la Liga où ils sont complètement largués depuis. La Liga, je pense que c'est très compliqué vu l'effectif. Non, pas celle-là. Je parle pas cette année. Après. Non, mais après mais ça va dépendre de son du recrutement parce qu'il y a quand même, l'effectif est à reconstruire. Marcelo est complètement hors de forme. Est-ce qu'il va pouvoir sur la fin de saison lui redonner envie de jouer au foot moi, et ses je vais poser la qualités? question différemment. On a vu Zizou là, un peu mobilisateur génial d'énergie, qui a appris à Ronaldo à se canaliser, à s'économiser, qui a géré son effectif, qui avait un côté un peu, galvanisateur et qui a mené son équipe jusqu'à 3 Ligues des Champions de suite. Ce qui n'a pas été facile, ce qui a masqué beaucoup d'événements. Voilà, il y a même un côté un peu baraka, tu vois, des matchs qui tournent bien, des choses qui se passent avec une confiance en soi qui faisait que tu faisais plier les matchs dans ton sens quand c'était un peu tangent. Et il y en a eu beaucoup des matchs tangents. Est-ce que ce bonhomme-là, qui a plus rien à prouver à ce niveau-là, peut se transformer en constructeur? C'est-à-dire, quand tu vas poser 200 millions de dollars, non, mais c'est toute la question, 200 millions d'euros sur Kane ou Icardi, est-ce qu'il va faire le bon choix? Je pense que c'est ça le truc. C'est s'il réussit à construire, parce qu'effectivement, comme tu le dis, la grande force de Zidane sur les 3 saisons passées, c'est d'avoir eu un effectif qui est très bon et d'avoir suffisamment canalisé et géré le vestiaire et s'est imposé face au cadre pour les emmener vers ces objectifs-là. Est-ce qu'il va pouvoir construire complètement un club comme un Mourinho était très fort pour le faire, parce que Mourinho, quand il arrive au Real, c'est pareil, il fait 4-5 recrutements de mémoire, et c'est tous des recrutements qui plus ou moins réussissent, tu vois. Je pense que ça pourra réussir que si le Real arrive à amener un très grand joueur. Et un très grand joueur aujourd'hui, c'est soit Mbappé, soit Neymar. Et je pense que ça va se jouer là. Je sais pas. Enfin, peut-être moins en Salah, théorie, mais il faudrait voir ce qu'il va donner au Real. Mais je pense que c'est un pote Mbappé. Je crois qu'il va essayer de l'amener. Il va tout faire pour l'amener. Et moi, dans un peu de foot fiction, je me dis que si la Juve gagne la Champions League avec Ronaldo, il n'est pas impossible qu'il convainc Ronaldo de revenir au Real. Parce que là, la Juve, ce qu'elle veut, c'est gagner sa Champions League. Ronaldo a 35 ans, 34 ans. Je suis pas sûr que Florentino Pérez accepte que Ronaldo revienne. Je sais pas. Je crois que Pérez, je crois qu'il a donné les clés du camion à Zidane. Je sais pas, fiction, hein. Je dis parce que la Juve veut gagner cette Champions League. Elle a pris Ronaldo pour ça. S'il la gagne, Ronaldo pourrait venir en très grand héros, revenir, redonner un coup de main à Zidane. C'est une possibilité, mais je pense que avec les joueurs actuels du marché, s'il prend pas quelqu'un, parce que comment tu gagnes une Champions League, il te faut le Messi ou il te faut le Ronaldo qui va te planter le but, qui est important, qui débloque les matchs, comme tu dis. Et je sais pas. Mais je crois pas, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est exactement ce que fait le PSG, ce qu'a essayé de faire City, ce qu'a essayé de faire. Le PSG n'a pas ramené Ronaldo. Ils ont ramené parce que Ronaldo était un transfert. Oui, Neymar est blessé. Oui, voilà, donc on sait pas. Cette stratégie Neymar est comme blessé ça il y a 2 ans, est blessé cette année, donc. Ils ont pas eu le très grand joueur. Mais moi, toute cette histoire, sérieusement, toute cette histoire de je ramène X pour gagner la Ligue des Champions, j'arrive pas à la comprendre. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est une coupe, voilà. Et comme toute coupe, il y a un aspect chance. Ce qu'il faut, c'est être là en demi, en finale, en Reda, quart. est-ce que tu penses que la Juve aurait fait sa remontada sans Ronaldo? Pardon? Est-ce que tu penses que la Juve aurait fait sa remontada sans Ronaldo? Non. Voilà, donc c'est la preuve bien que ce type-là qui, je sais pas comment il fait, arrive à être prêt dans ces matchs-là, à sortir, à dégager une puissance, et entraîner tout le monde en plus. Non, Amine, je te dis pas qu'il n'y a pas un joueur qui est capable de ramener, qui n'arrive pas qu'un joueur te ramène un plus extraordinaire. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis effectivement sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs, même sur 5 matchs, tu as un joueur qui est capable de te faire gagner cette Ligue des Champions. Mais mettre ta stratégie sur l'acheter pour que
Il y a un tel niveau de... Regarde le PSG. Le PSG, on passe son temps aujourd'hui à dire, il y a des analystes qui te disent, ils ont calé maintenant 3 fois en 8e, c'est moins bien que Blanc qui calait en quart. Mais bon, après, c'est des tirages au sort. Hein. S'ils avaient tiré Porto, ils seraient peut-être en quart, et on t'expliquerait que Tuchel est un génie. Il y a des... tu comprends ce que je veux dire? Liverpool tire Porto et risque de faire une demi-finale, et on va t'expliquer qu'ils enchaînent une demi-finale et une finale. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux que par exemple, je sais pas, que City, voilà. Alors que c'est une coupe. Il y a des tirages au sort, il y a des blessures, il y a des matchs qui tournent bizarrement. Moi, je veux dire, pour moi, et évidemment, il y a des apports de joueurs individuels. Mais c'est une coupe. Il faut être bon sur 5-6 matchs. Voilà. Sur cette coupe-là, parce que le tour préliminaire, de toute façon. Et après, aujourd'hui, comme c'est la seule compétition qui compte, on t'explique que tous les autres sont des losers. Voilà. Donc globalement, si tu écoutes un peu les jeunes supporters du foot, il y a un entraîneur qui réussit dans l'Europe par année. Et 11 joueurs qui sont bons. 11 joueurs qui sont bons. Il doit avoir le ballon d'or, exactement. Et tous les autres, là, tous les gars qui ont sauté en quart, en demi, etc., sont des tocards. C'est ça aujourd'hui ce que tu entends. Je suis pas très convaincu. Moi, je sais pas s'il faut être bon sur 5-6 matchs. Moi, je trouve pas que le Real a été génial l'année dernière en Champions League. Oui, mais je trouve pas que la Juve a été minable à Madrid contre l'Atlético. Vraiment, ils ont pas touché un mot. Ils auraient pu perdre 3 ou 4-0 et ils auraient pu entamer. Ce qui les resauve, c'est un joueur extraterrestre. Mais c'est pas seulement un joueur, excuse-moi. Qui entraîne l'équipe. Tu vois. Pour moi, il y a un grand côté moral ou mental dans cette équipe du Real qui a enchaîné ces 3 Ligues des Champions. Tu as 2 forces qui refusent. Si tu as Ramos derrière et Ronaldo devant. Ramos devant n'est plus là. Parce que c'est pareil. Ronaldo devant n'est plus là. En finale, Ronaldo, c'est pas Ronaldo qui fait la finale. C'est la bonne finale, c'est Bale. Voilà. C'est Ramos qui fait une jiu-jitsu brésilien. Ça marche aussi. Ça marche aussi très bien. Non, mais moi, c'est une des théories que j'essaie de proposer depuis quelques. Le foot commence à ressembler à la boxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces pressing hauts, tu as l'impression que tu peux marquer sans produire beaucoup de jeux, comme tu peux mettre ton adversaire à terre sans beaucoup donner de coups. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc avec ces pressing hauts, c'est eux qui dynamisent les matchs. Parce que quand tu as un pressing haut, soit tu le passes et derrière tu as un boulevard, soit tu arrives à intercepter et devant tu as une occasion très vite parce que tu as pris le ballon près des buts adverses. C'est ça ce qui dynamise les matchs. Et c'est ça d'ailleurs qui nous a manqué en Coupe du Monde, puisque très peu d'équipes, à part la marocaine justement, font un pressing haut en équipe nationale. Ils sont plutôt en bloc bas et c'est pour ça qu'on a cette impression de rythme lent. Et aujourd'hui en Ligue des Champions, où carrément tout le monde essaye d'avoir le ballon très tôt dans le camp adverse, ça donne une impression de match de boxe parce qu'il suffit de 2 coups pour marquer 2 buts et derrière tu vois un 2-0 au tableau d'affichage, alors que sur la réalité du jeu produit dans l'ancienne un peu conception du foot, un peu Barça pour aller vite, où tu dois avoir beaucoup le ballon, faire beaucoup de passes, avoir beaucoup de situations dangereuses, beaucoup de tirs pour avoir quelques occasions pour avoir des buts, c'est cette espèce de pyramide. On n'est plus dans la pyramide, là on est. La France en Coupe du Monde est un exemple total. Sur les coups de pied arrêtés, sur les interceptions hautes, tu as vraiment l'impression que tu as des matchs où les scores sont gonflés, les scores sont amplifiés, qui correspondent pas vraiment à une domination dans ce qu'on appelait anciennement le foot, c'est-à-dire la capacité à tenir le ballon et à créer des espaces, des intervalles, des dribbles. Ce truc-là a changé et ça donne cette impression. En tout cas, il y a un vent de fraîcheur dans cette Champions League. L'Ajax, même si je suis supporter du Real, franchement, voir cette équipe de jeunes déchaînés, aussi bien à Amsterdam qu'au retour, dominer le Real de la tête des pieds pendant 90 minutes et être sûr d'eux. Même 180 minutes, parce qu'à l'aller, ils ont dominé. Dit, Amsterdam aussi. Il devait gagner à l'aller. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que l'Ajax, c'est pas un modèle connu si on compare avec le Barça ou Real ou PSG. Non, mais c'est des jeunes. Un vent de fraîcheur cette saison, parce que quand tu regardes cette saison, contrairement aux années précédentes, je pense que sur les 2-3 dernières saisons, c'est toujours les premiers de groupe qui se sont qualifiés. Alors que là, je pense que tu as la moitié des premiers de groupe qui ont sauté. Mais l'Ajax, pour moi, alors, tu vois, on parlait du Real, on va reparler justement via l'Ajax du Real. Ce 2-1 à l'aller, pour moi, c'est un match du Real que j'ai vu 10 fois. C'est un Real qui se fait bousculer, c'est un Real qui est dominé sur le plan du jeu, et c'est un Real qui met, voilà, il y a un but qui saute par la VAR, il y a un deuxième qui arrive, machin, et on se retrouve, il y a un avant-centre qui foire et qui loupe le ballon dans une reprise pour égaliser, tu te retrouves avec un 2-1, et tu dis c'est comme ça que ça va passer. Et c'était ça, le match retour, c'est pareil, c'est la différence avec la période Zidane, c'est qu'à un moment, ils ont complètement lâché, là où, ils ont avec craqué, Zidane, ils arrivaient à ils arrivaient à rester au-dessus de la ligne de flottaison. 3-1 contre la Juve, il y a eu la saison d'avant. C'est là où j'accuse Ramos de désertion. C'est là où Schalke, ça a failli faire la même chose. C'est là où j'accuse Ramos de désertion. Non, mais j'en suis convaincu. Ouais, son carton jaune. Parce que je pense qu'il y a délit de suffisance.
parce que sur le terrain, il y avait une capacité à ne pas se laisser sombrer. Que moi j'attribue beaucoup à la personnalité de ce bonhomme-là. Ses coups de casque de dernière minute, tu vois, même ses fautes, hein, même sa capacité à pourrir le match. Sa capacité à être très très bon sur les coups de pied arrêtés. Tout mais, ça. Mais cela dit, maintenant sur le plan du jeu, pour moi, l'Ajax, c'est ce que j'ai vu de plus enthousiasmant depuis. Je trouve que tout est juste. Ils sont juste très très bons, à la fois dans le pressing et dans les remontées Au passage, de balles. l'Ajax a perdu aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire ils n'étaient pas leaders de leur championnat, ils sont derrière Eindhoven, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'ils. Mais c'est un club formé. Ils ont une équipe très jeune. Hein. Ils ont une équipe c'est très beau, c'est logique, c'est cohérent. Et l'Ajax joue comme l'Ajax, comme Cruyff a voulu que l'Ajax joue. Et voilà, moyenne d'âge, je sais pas, 23 ans, 24 ans, des joueurs extraordinaires, les deux Ligt, les deux Young, c'est incroyable. Ça veut dire que après, tu as l'irrationalité du foot qui frappe un type comme Tadic qui fait le match du siècle. Non, mais c'est vrai. Tadic, sombre joueur de Southampton qui arrive à l'Ajax et qui... Parce qu'on est bien d'accord qu'ici, on passe notre temps à analyser les choses après qu'elles soient produites. Voilà, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'on a vu. Oui. On est incapable de faire autre chose. Non, mais il faut le dire clairement. Hein. Oui, c'est ce qu'on fait, oui. Bien sûr. Non, parce qu'on a toujours l'impression que... Nous n'avons aucune autre prétention. Bon, allez, on fait une pause, on parle en effet, on s'est pas vu il y a un an en disant Tadic, il va faire un truc de fou à la Non, moi je l'avais écrit. D'accord. Non, mais il écrit tout en fait. Il écrit tout, après il efface. Il fait 22, j'arrive à changer les dates. 22 tweets. J'arrive à changer les dates. Tous les scores possibles et après il garde. Tous les joueurs, les remplaçants aussi. Bon, allez, une petite pause. Vous écoutez Radio Ma'arif. On revient dans Radio Ma'arif sur le podcast foot et on parle de notre ami Hervé Renard et de l'équipe du Maroc. Alors une nouvelle liste avec tout ce qui a fait l'ossature des Lions de l'Atlas en 2018, que ce soit en phase éliminatoire ou en Coupe du Monde, pas de surprise, plus quelques joueurs locaux. On pense à Haddad, le quartier du côté du WAC, Hadraf, Hafidi, voilà. Et l'information comme quoi, donc au Malawi, pour ce match sans enjeu, une partie de l'équipe restera à Casa pour attendre de se recevoir pour le deuxième match, cette équipe d'Argentine que tout le monde attend. Alors, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, là, comme ça, de couper le groupe en deux avec une partie qui va et une autre partie qui attend de faire les beaux gosses à domicile? Je pense que c'est le basique d'une gestion de groupe et d'effectifs, que tu crées pas deux groupes dans ton équipe, quoi. C'est les mecs que t'emmènes au Malawi, c'est quoi? C'est les coiffeurs, Je pense que c'est pas une bonne stratégie. Pour la gestion du groupe. C'est qu'un pas de plus dans la stratégie, dans la logique est permanente. Hein. C'est-à-dire, on est toujours dans cette idée comme quoi il y a des gens à préserver toujours, et il y a des gens qui vont se faire les déplacements dégueulasses. Et c'est bizarre, hein, parce que quand on va nous dire dans 6 mois que les stars de l'équipe nationale manquent d'expérience africaine, on regrettera de ne pas avoir fait des matchs en Afrique. Moi, j'ai déjà un problème avec la stratégie en soi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été d'accord avec le fait que sur ça, on n'a jamais été d'accord. On n'a jamais été d'accord. Toi, t'es toujours. Voilà, non, c'est-à-dire que dans le sens, je vais d'essayer d'être le plus sincère possible par rapport à ça. Renard a décidé que le groupe de la Coupe du Monde est celui qui allait lui faire gagner la CAN. Je pense que c'est une décision, c'est un parti pris qu'il a pris. Depuis la Coupe du Monde, je pense qu'il y a eu pas mal de changements. C'est-à-dire qu'un certain nombre de cadres de cette équipe, après avoir fait une bonne Coupe du Monde, globalement, avec un bon niveau, donc on n'a rien à dire sur ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Et donc il a eu le parti pris de dire que ces joueurs-là allaient lui faire gagner la CAN. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? 4 ou 5 de ces cadres, d'accord, y compris Benatia, Mrabat, Boussoufa, etc., joue en Arabie Saoudite dans des championnats qu'il a lui-même déclarés comme étant des championnats moins mineurs, d'accord. C'est des joueurs qui ont 34-35 ans d'âge. Je connais pas de modèle d'équipe qui ont gagné une grosse compétition à 35 degrés à l'ombre avec des joueurs qui ont 35 ans. Donc moi, à la base, cette stratégie me convient pas. Maintenant, je pense qu'on a quelques cadres qu'il faudrait peut-être garder, comme Benatia, qui reste un joueur quand même avec son passé à la Juve, au Bayern, à la Rome, qui est encore là, qui est pas un joueur fini, donc même s'il est au Qatar. Mais je pense que c'était l'occasion pour moi de rajeunir un peu l'effectif, d'accord, et de donner l'occasion à cet effectif un peu plus jeune de le tester sur des matchs comme le Malawi ou comme l'Argentine ou qui on veut, mais voilà, c'est moi ce que je comprends. Mais je crois qu'avec la Côte d'Ivoire, quand ils gagnent,
Drogba, il doit avoir 35 ans ou quelque chose comme Oui, ça. mais c'est Drogba. Est-ce qu'on a un Drogba? Non, mais on a Drogba. Je parle de Drogba. Si on avait un Drogba, je pense qu'on le garderait. Si on avait un Roger Mila, on le garderait. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, on ne peut pas comparer Drogba avec Ahmadi et Boussoufa. Pour moi, le fait pour une CAN, hein, le fait d'évoluer en Arabie Saoudite n'est pas forcément disqualifiant. Si tu évolues 6 mois après. La vraie question à se poser, c'est au moment de la CAN, est-ce que tu es capable de mettre l'intensité, l'envie suffisante, parce que c'est à ça que ça se joue une CAN. Hein. On n'est pas sur une Champions League où tout est millimétré, où le niveau tactique et technique est vraiment très fort. Il faut juste vraiment avoir l'envie. Le vouloir. Et le vouloir. Alors, et pas faire de bêtises comme il y a quelques années contre l'Égypte où mais on peut se poser la question, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les Ahmadi, les Boussoufa, ils ont vraiment encore envie, pas parce qu'ils... Moi, je peux te répondre. Pour moi, je comprends très bien ce que tu dis. Je suis pas loin d'être d'accord. C'est logique. Mais en même temps, il y a une réalité qui vient se superposer à cette, c'est que la vague de cette théorie vient se fracasser sur, pour moi, la digue d'une évidence qui est celle qu'on n'a pas de temps. Voilà. Il y a 5-6 matchs. Voilà. Tu es sous la pression. C'est un groupe qui a été construit quand même laborieusement. Je veux dire, on a eu du temps avant d'avoir des certitudes. On a été dans le flou avant de comprendre que c'était le bon, le bon central. On a mis du temps avant de comprendre que Ziyech, bref, je veux pas faire tout ça. On n'a toujours pas de certitude sur est-ce que Nsaheli est par rapport à Boutreillet, parce que Boutreillet, voilà. Je pense qu'il n'a pas tellement de temps, il fait confiance à ses gars et il mise sur leur implication, parce que je suis d'accord aussi avec Soufiane, c'est la question clé. Mais moi, au-delà de ce débat, à mon avis, qui est tranché, ça c'est fini. Je veux dire, tu auras pas de rajeunissement. Est-ce que comme ça, venir entre guillemets claquer une date FIFA à l'extérieur, une nouvelle en disant bon les gars ils vont pas voyager, est-ce qu'on n'est pas devant un groupe de gars qui font la loi et qui choisissent leur match? Bon, Benaté, on le sait. Qu'il soit capitaine en choisissant ses matchs, pour moi c'est un délire. Ouais. Ça n'existe dans aucune autre équipe du monde, mais bon, nous on l'accepte parce qu'on s'est habitué. Mais maintenant, dans ce cas-là, tu prends 20 mecs qui ont envie d'aller jouer au Malawi. Avec Exactement. Les mecs qui ont fait le Malawi, tu fais l'Argentine. Je suis tout à fait. C'est tout. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle humiliation à dire toi tu vas jouer au Malawi? Qui a envie de jouer le match au Malawi? Personne. Sauf. Tu viens, je te fais jouer au Malawi. Après tu joues l'Argentine. Je pense que ni les pros, ni les Botolis que tu as cités n'ont envie d'aller jouer au Malawi. Oui. Qui voudrait aller jouer au Malawi? C'est des joueurs qui ont peut-être 0 cap. D'accord? Je prends des jeunes et je leur ai dit voilà, première titularisation, allez-y. Essayez de me prouver que vous devez faire quelque chose. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'ils plantent 3 triplés chacun. Dans ce cas-là, on fait pas de match au Malawi. Non, tu fais un match au Malawi, mais les gars n'y croient pas. Est-ce que tu crois sincèrement que Hadras va faire la CAN? Est-ce que tu crois qu'il pense qu'il va faire la CAN? Donc c'est une humiliation. Hamdallah, pourquoi il vient pas? Mais c'est pour ça que je te dis, il vient pas. Hamdallah, il était buteur en 2013. Entre 2013 et 2019, ça fait 6 ans. C'est-à-dire pendant 6 ans, le mec a eu 12 caps, dont 9 en amical. C'est-à-dire que le type n'a à peu près rien à prouver en termes de buteur. On lui a jamais donné 3 matchs de suite pour le mettre un peu en condition de. Donc le bonhomme sait qu'il va aller au Malawi, qu'il peut faire ce qu'il veut, ça ne sert à rien. Mais je suis d'accord. C'est la première fois qu'un joueur. Je suis d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est que si tu veux les prendre, même si on sait tous que historiquement, ils ont jamais eu leur chance sur les grosses compétitions. Mais au moins, quitte à leur mentir, autant leur dire, tu viens jouer au Malawi, tu fais l'Argentine, donc tu as 2 matchs. Tu fais les 2 matchs et ça peut peut-être changer mon idée sur l'équipe type. Le fait de dire, je vous amène, vous jouez le Malawi, mais moi je garde mon équipe. Le problème, c'est qu'il y en a qui veulent faire l'Argentine. Oui, mais si tu veux faire l'Argentine, tu viens faire le Malawi. Tu choisis tes matchs. Tout le monde veut faire l'Argentine. Non, mais tout le monde veut faire l'Argentine. Je crois que pour parler de Hamdallah, je pense que c'est un fait majeur. C'est la première fois qu'on voit un refus diplomatique. Donc de sélection dont Renard parle lui-même, et donc parce qu'il sent au fond de lui-même que ça sert à rien. D'accord, il se dit j'ai plus rien à prouver, je claque des buts en Champions League asiatique. C'est pas que j'ai rien à prouver. Voilà, donc je pense pas que c'est ça ce qu'il se dit, parce que non, il se dit pas j'ai rien à prouver. Il se dit je ne peux pas prouver. Et comme je ne peux pas prouver, c'est-à-dire ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a expliqué oui, il faut qu'il joue le jeu, on peut pas demander à être titulaire. Mais moi je pense pas que Hamdallah demande à être titulaire. Hamdallah demande à ce qu'on le dérange plus. Voilà, demande à ce qu'on arrête de présenter son nom comme un alibi à l'opinion publique qui, allez savoir pourquoi, continue à avoir un rapport un petit peu intime avec les joueurs qu'elle a vu évoluer en Botola et se demande pourquoi ce bonhomme qui claque des triplés et qui a été, je crois, sa 3e ou 4e saison à plus de 20 buts, n'a jamais été véritablement testé.
Mais moi, une fois que j'ai dit tout ça, qu'on l'a déploré une dizaine de fois, Renard, il est jugé sur les résultats. Si Renard te ramène la Coupe d'Afrique avec Nsaheli, tout le monde applaudira. Il ne sera jugé. Après, juste Ouais. pour nuancer, Nsaheli, il fait une saison quand même Ouais, bien sûr. d'un très très bon niveau Bien sûr. dans un championnat majeur. Donc c'est assez logique de se dire qu'il soit le principal ou le titulaire, si tu veux, ou que la question se pose. Excuse-moi, Soufiane. Après, je suis d'accord avec toi. Sur le cas Hamdallah, Nsaheli a fait des progrès, très bien. Avant, il y avait Boutayeb. Avant, il y avait El Lioui qui a disparu. Avant, il y avait l'Arabi. C'est-à-dire qu'à un moment, n'importe qui, tu avais l'impression que n'importe quel individu qui évoluait dans une deuxième division européenne avait toujours une primeur ou une longueur d'avance sur Hamdallah, qui, y compris dans le groupe, surtout dans l'époque de l'Arabie, avait des grosses, des gros bâtons dans les roues. Voilà, je vais le dire poliment et avec diplomatie, parce qu'il y avait des lobbies. Je pense que sous Renard, il n'y en a plus. Mais cette façon d'aller sans arrêt déranger les gens pour leur donner une poignée de matchs, des matchs en bois, sachant que dans sa tête, jamais on leur fera confiance. Tout le monde aujourd'hui le sait. En tout cas, c'est très mal géré. Parce que c'est un match peut-être que personne n'a envie de jouer. Et c'est surtout certainement pas en prenant quelques botolistes complétés par quelques nouveaux noms qui règle le problème. C'est-à-dire que beaucoup vont le percevoir comme une forme d'humiliation. On va jouer le match au Malawi. Par contre, le match de Messi, ça va être les vrais qui vont venir jouer. Je pense que c'est humiliant. C'est humiliant. Maintenant, je dis l'option qui c'était de prendre des joueurs complètement nouveaux ou je sais pas l'équipe de Chan ou pour moi tu prends même ceux-là, tu prends Hamdallah, etc. Voilà. Mais tu leur donnes l'Argentine aussi. Oui, mais c'est-à-dire tu fais pas. Mais Hamdallah, je crois qu'il veut même pas jouer l'Argentine. Non, mais oui, lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir une chance comme tout le monde. Non, il veut plus rien. Il veut juste attendre. Voilà. Non, il veut plus rien. Il y a quelque chose que j'ai dit et je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'ai tort. En fait, je vous ai dit, Renard sera jugé sur les résultats et finalement avec l'équipe qu'il choisit. Oui, mais en fait non. Moi je pense pas. Moi je pense qu'une équipe nationale, on peut pas comme ça limiter une équipe nationale à ses purs résultats parce que quelque part il y a une histoire. Voilà, il y a une histoire, il y a des liens, il y a des choses qui se créent. Enfin c'est ma vision du foot. Et puis il y a l'émotion qu'elle Il y a l'émotion. Voilà, si tu expliques à tous les botolistes. En Russie, il y a pas eu de, voilà. il y a pas eu de résultat. Exactement. Et pourtant on a eu de l'émotion et à la fin Reda, on était pour content. revenir à la Russie, s'il te plaît, explique-moi. Soufiane, si tu arrives à trouver cet argument, est-ce que tu penses qu'une équipe qui n'a pas réussi à battre l'Iran peut battre le Cameroun, le Sénégal ou l'Égypte? Voilà, juste une question. C'est une équipe qui a quasiment oui, mais voilà. cette équipe qui n'a pas battu l'Iran, elle a quasiment battu l'Espagne. Non, donc, mais dans un match qui était avec un vrai VAR. Non, mais avec une vraie. Non, le match était pas sans. Oui, pour le Maroc. Donc voilà, donc sans enjeu, donc plus libéré. Si tu veux, l'Espagnol, il y avait de l'enjeu. Voilà, donc je me dis, moi, si j'arrive pas à battre l'Iran avec une équipe qui joue bien au foot, c'est qu'il faut peut-être changer des petites choses. Potentiellement, l'Iran est peut-être plus fort que la Tunisie. Je pense que l'Iran doit être... Non, mais ça m'étonnerait pas. En termes d'organisation défensive, etc., je connais pas beaucoup de... Le Sénégal, c'est moins bon que l'Iran. Le Cameroun, c'est moins bon que l'Iran. L'Égypte, chez elle à la maison, c'est moins bon que l'Iran. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais pour moi, tu peux prendre ce que tu veux. La réalité d'un match n'est pas la réalité du suivant. Oui, non, mais je veux dire, pour moi, faut bien se baser sur une logique, faut bien se baser sur... Même ma logique, je vais te la donner, c'est que l'Égypte va gagner à domicile. Un match, on garde les mêmes mais l'Égypte va gagner à domicile. Je veux dire, tu peux ramener même une compilation de ça, c'est un autre argument. Je pense d'équipe européenne, elle va gagner à domicile. Je pense que ça sera très dur de battre l'Égypte chez elle, déjà, pour les raisons qu'on connaît. Et donc, partant de là, pour moi, si je reviens à mon idée de base, quand je vous disais qu'on peut pas juger uniquement les résultats, je pense que parce que c'est toujours le débat qu'on a entre botolistes et joueurs binationaux. C'est pas une question d'origine pour moi. C'est pas une question d'implication. C'est pas une question de racisme, loin de là. Pour moi, tout le monde est... Non, pour moi, c'est une question de système. C'est-à-dire qu'il y a un système aujourd'hui qui consiste à privilégier le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fédération royale marocaine de football, elle a des scouts, c'est-à-dire des mecs qui vont. Il y a pas de scout pour Deschamps. Je veux dire, Deschamps, il allume la télé, il connaît ses joueurs. Southgate, il connaît ses joueurs. Il n'a pas besoin de savoir. Alors pour moi, cette façon de simplifier les choses, de chanter la formation, de chanter tout ce que tu veux, et d'aller chercher des joueurs en Europe, te prive de beaucoup de choses, y compris de donner de l'espoir à tous les joueurs locaux qui aujourd'hui ont développé le complexe et la certitude de se dire que ça sert à rien de faire ces matchs amicaux. Et on arrive. Je crois qu'aujourd'hui c'est une donnée. Oui, c'est une donnée. Non, mais c'est surtout. C'est plus un... ce qui arrive à son apogée avec l'affaire Hamdallah qui dit, bah voilà, j'ai une relation familiale, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Tu sais pourquoi Renard prend ce groupe? Parce qu'il sait qu'après la CAN il part.
Oui. C'est fini. C'est-à-dire que il veut pas être celui qui va reconstruire. Il sait qu'il va partir après Bien la CAN. sûr, tu as Et raison. donc, il donne la main à quelqu'un d'autre qui va devoir reconstruire dès le début. Mais c'est la Non, c'est la logique. c'est-à-dire si Renard avait un contrat qui allait durer 3 ans, 4 ans, qu'il allait amener en Coupe du Monde, je pense que tout entraîneur, même Deschamps essaye de reconstruire. Il amène Ndombele au milieu. Il essaye avec une équipe qui a quand même gagné la Coupe du Monde et il remet en question certains joueurs de la Coupe du Monde. Donc quelque part, je pense que sa logique, c'est se dire j'ai confiance en ce groupe, je veux pas d'embrouille avec eux. Il pense qu'il va y arriver avec eux parce qu'il a réussi. C'est vrai contre le match en Côte d'Ivoire, il a réussi à les transcender. Ils ont fait un super match et donc il croit en ça. Quelque part, au fond de lui. C'est assez cohérent. Le débat qu'on a, c'est pas sur la liste en elle-même, c'est juste sur la gestion liste, c'est-à-dire que pour liste élargie, 2 matchs. Non, mais c'est-à-dire que la liste, elle a une logique dans la tête de Renard CAN et rien d'autre que la CAN. Amine, à partir du et moment. Je pense que on a une Coupe du Monde qui va être à 48 au Qatar où on devrait avoir des chances de se qualifier. Oui, mais tu peux pas demander à Renard de te préparer le truc pour l'entraîneur suivant pour quand il serait pas là. Non, tu ne peux pas, Amine. Tu peux pas. À partir du moment. Ou alors tu lui donnes un contrat. Non, à partir du moment où tu pars. Renard. Non, à partir du moment où tu. Non. Ça sera dur de reconstruire, tu sais, après Renard. Que ce soit Renard ou quelqu'un d'autre, à partir du moment où tu pars sur ces profils-là, entre guillemets des sorciers africains, voilà, si tu pars dans ces profils-là, eh ben, je suis désolé, tu peux pas demander à Renard de construire pour quelqu'un d'autre. Renard, il est là, demain il sera ailleurs, il sera peut-être aux Émirats, ou là, il sera peut-être de retour en Côte d'Ivoire, j'en sais rien. Ou alors tu le blindes et tu lui dis tu vas jusqu'au Qatar. Moi j'espère une chose, c'est que nos joueurs ne seront pas cuits à la CAN. Et même au Qatar, parce que ce discours il n'a pas de fin, parce que tu vas arriver au Qatar et tu vas te retrouver avec une équipe qui s'est qualifiée et qui tire la langue. Il va faire son groupe pour le Qatar et après il se barre. Voilà, mais dans tous les cas, c'est le genre, ce sont des profils, ce sont pas des profils de bâtisseurs. Un bâtisseur, tu l'impliques dans la formation. Un bâtisseur, tu l'impliques dans une équipe B. À part l'Allemagne, où est-ce que tu as des entraîneurs qui font 20 ans de carrière. En France, tu as une certaine logique parce que t'as la tu DTN, vois bien, mais tu vois bien que Deschamps demain sera président de la fédération ou bien peut évoluer dans ce giron-là. Et tu vois bien que quelque part, Southgate fait partie de la fédération anglaise. Il en sort, tu vois, il a été joueur, il a été cadre, maintenant il est entraîneur. Tu vois bien que le bonhomme peut pas laisser un champ de ruines derrière lui, ne serait-ce que pour des raisons un peu d'identification par rapport à ce qu'il est en train de défendre. C'est une autre façon de travailler. L'Allemagne aussi. Il y a une autre façon de répondre à la question, c'est de se dire est-ce que Renard devait rester après la Coupe du Monde, sachant que le titre. Ça, la réponse, tu l'auras quand. Voilà. Non, c'est-à-dire que tu l'auras qu'à la CAN. Tu l'auras qu'à la CAN. Voilà. Si à la CAN, ils font une bonne CAN, quel que soit le résultat final, ça aurait été bien. Parce que Soufiane a raison, le mystère. Ça va être dur. Non, mais ça va être dur de battre l'Égypte. Non, mais je te dis pas. Mais encore une fois. Si c'était une CAN au Maroc. Ouais, mais ça dépend de ce que tu veux dire par une bonne CAN. Ça va être dur. Ça va être dur. Regarde, 2004. On la gagne pas et pourtant tout le monde est super content de cette CAN. C'était des nouveaux joueurs, c'était une équipe en construction. Non, mais si tu passes les poules sans te faire peur, machin, que tu fais un bon match en quart et que tu arrives en demi, ça peut. Il y a le Sadio Mané est en feu, Pépé de Lille est en feu. Amine, donne-moi une CAN où ce genre de joueurs ont été brillants. Donne-moi une CAN où Drogba a été brillant. Donne-moi une CAN où Eto'o était brillant. Donne-moi une CAN où Salah ou Mané. Non mais ces joueurs-là. Moi ce que je veux dire. Moi c'est mon expérience. Ces joueurs-là, c'est pas eux ceux qui te font gagner la CAN. C'est Boubacar qui te fait. C'est des équipes qui ont envie. Comme il a dit. C'est l'envie. C'est l'envie. Et 2004. Ouais, mais est-ce que tu penses que des Ahmedi, des Amrabat qui sont en fin de carrière ont encore l'envie d'aller gagner une CAN en Égypte? C'est ça la question. Pour moi, en 2004, ce qui fait le déclic et ce qui fait que tout le monde est derrière l'équipe, c'est le 3-1 face à l'Algérie. Oui. Le scénario du match. Fait par des joueurs qui ont 20 ans. Le scénario qui a du 21 match. ans. Hadji qui a 22 ans. T'es mené 1-0, tu égalises en toute fin. Oui, tu en remets 2. Oui, mais Soufiane, c'est des jeunes. Oui, mais peu importe leur profil. Pourquoi? Tu peux refaire ce genre de match. Enfin, tu peux. Tu peux avoir un match d'une telle intensité, même avec des vieux. Mais sur réussis, sur la poule et sur des quarts. Moi, je te parle sur le scénario. Non, si tu fais ce scénario-là sur un match en quart en demi, quoi qu'il se passe, les mecs seront contents. En Russie, les gens sont fiers parce que tu regardes ce que tu as fait sur l'Espagne. Ouais, mais la Russie. Non, mais ça aurait tout changé. Du monde. Non, mais j'ai des doutes. Non, mais regarde, ils se sont transformés. Ils ont commencé à courir 4 fois plus vite. Ouais, mais si tu perds, je parle de la Russie, le pays. Il parle de la Russie. Du Maroc, d'accord, ok. Si tu perds le match contre l'Espagne 2-0 ou 3-0. C'est pas du tout le même débat. Enfin, les gens accueillent pas du tout l'équipe de la même façon. La différence, Sofiane, excuse-moi. Ça se joue. Il n'y avait pas d'enjeu. La différence entre les deux situations, c'est que la Coupe du Monde, tu vas pour faire bonne figure. Aujourd'hui, on est devant une génération, et d'ailleurs, ça nous a fait perdre beaucoup de temps, qui pense
que gagner la CAN c'est facile, voilà, qui a appris l'humilité en prenant des coups sur la tête, voilà, et qui se dit la compétition je veux la gagner, c'est-à-dire c'est un état d'esprit qui a été combattu. La première fois qu'on a entendu, il faut rendre hommage à Taoussi El Ghedagui qui nous en dit un jour, on veut juste passer le premier tour. Bon, ils l'ont pas passé, il y a des limites à l'hommage. Ils ont fait 3 nuls contre l'Angola, le Cap-Vert et la Sud-Afrique, et l'Afrique du Sud. Et ils sont revenus. Mais c'était cette année-là pour moi une vraie année de rupture parce que l'année d'avant, Guéretz en 2012 nous dit je vais ramener la coupe au roi. C'est la phrase qui était dans les sites. Je vais ramener la coupe au roi. L'année d'après, on dit bon, on veut juste passer le premier tour, on passe pas le premier tour. Voilà. Et là, l'année dernière, on a passé le premier tour. Voilà, on a passé le premier tour en 2016 avec un groupe compliqué. Ça a fait chuter la Côte d'Ivoire de notre piédestal mental qui nous a aidé pour moi. C'était une très bonne CAN. Voilà. Ouais. C'est une très bonne CAN. Mais aujourd'hui, en perdant 0. Non, parce que dans le jeu, non, parce que ça a été le tournant ça a été de la morosité, le tournant, ça a été le troisième match. Le tournant, ça a été que Faisal Fajr nous a mis des centres corrects, alors qu'il n'aurait jamais été sur le terrain si Belhanda avait été là. C'est la vérité. Tu peux analyser pendant 2 ans, tu vas te rendre compte que le bonhomme a mis 2 centres sur la tête de 2 têtes. Non, mais pour rendre hommage à Renard. 12 et 16, non, c'est ça? Je crois, voilà. Sur le troisième match face où on est mené que devant le Togo. Voilà, résultat des courses, il a créé un groupe à la CAN qui a fait une bonne CAN. Et aujourd'hui, Hervé Renard, en un an, parce que là on est dans une canne des cas, enfin bref, on a compris, n'avait absolument pas, à mon avis, ni l'ambition, ni le temps de changer son groupe. Il fait un pari, il fait all-in. Je pense qu'il a parlé au gars au téléphone. Est-ce qu'on y va ensemble, ou oui ou non? Et il n'a pas le choix. Est-ce qu'il n'a pas eu envie de changer son groupe ou il n'a pas pu changer son groupe? Il n'a pas eu la possibilité de changer de métier. Imagine qu'il il a été déçu. Déjà, il a été déçu par le fait qu'il n'ait pas eu lui de proposition à titre individuel qui lui aurait permis de monnayer cette qualification à la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait un doute après la Coupe du Monde. Oui, il a été déçu. Il espérait des choses qui ne sont pas venues, soit. Donc il rempile ici un peu comme rempile, sachant qu'il avait déjà signé avant, un peu comme en se disant bon pourquoi pas. Mais là maintenant, lui motivé, il l'est. Les gars en face, on verra, mais tranquillement, c'est-à-dire qu'on le verra au moment où ça sera. On est incapable d'anticiper ça. C'est pas contre l'Argentine, tu vas avoir une visibilité là-dessus. L'état physique de Ziyech, s'il nous fait une finale, parce que Ziyech aujourd'hui qui marche sur l'eau, pour moi, ça a été la déception de la Coupe du Monde. Ça a été là, pour moi, c'était le bonhomme qui nous débloquer les situations fermées, typiquement contre l'Iran qui avait mis le bus. C'est Ziyech qui doit faire la différence. Et ces joueurs-là, on va voir en juin comment ils vont être, et personne ne peut le savoir maintenant. Mais l'idée de reconstruire, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ni lui, ni le temps. Je sais pas. Moi, je suis pas convaincu qu'une CAN soit plus facile à gagner qu'un passage de groupe en Coupe du Monde. Les CAN sont très dures. Déjà, les conditions de jeu sont dures. C'est pas que c'est plus facile. C'est une coupe. Je sais pas. Moi, je miserais plus sur des joueurs qui ont envie, qui ont la fraîcheur. Je ferais le pari que Ziyech garderait son niveau, qui est extraordinaire en ce moment. Sur Nseri qui est en feu. Voilà. Sur Hakimi quand même qui fait une super saison à Dortmund. Regarde les 10 dernières CAN. Regarde les 10 dernières CAN, les demi-finalistes, c'est jamais ceux que tu attends. Mon problème, c'est les équipes qui veulent. T'as déjà eu Burkina Faso, République démocratique du Congo. Le problème, c'est pas la liste, parce que la liste, il y a beaucoup de noms que j'aurais mis moi-même, donc j'ai pas de problème. Moi, c'est plus des joueurs vieillissants, en fait, qui ont fait des choix qui ne sont pas sportifs. Qui ne sont plus sportifs, d'accord, qui sont des choix c'est le schéma dans respectables. C'est le schéma dans lequel on est. Après, si tu prends des sélectionneurs sur 6 ans, sur 8 ans, qui viennent du sérail, ce qu'on disait tout à l'heure, t'as une autre façon de penser. Mais c'est-à-dire qu'on se met dans ça. Je vous arrête, la bande passante est chère. Non, c'est pas vrai, en fait. On peut faire ça 2 heures. Mais je crois que tout a été dit. Donc soit baroud d'honneur d'une génération de Lyon en fin de carrière, dernier baroud d'honneur, ou alors fiasco en jouant. On verra. De toute façon, c'est pas maintenant que ça se dessinera. Merci les amis et merci d'être venus sur Radio Ma'arif et restez à l'écoute des podcasts. Plein de podcasts vont arriver.